Bonjour aujourd'hui je suis le docteur Biscotte et on va faire des révisions. J'arrive pas du tout à poser la voix, c'est mort. Des révisions de cours d'anatomie parce que je passe un examen dans une semaine et il faut que je révise et donc du coup pour rendre ça ludique et pour partager un petit peu, eh bien on va faire ça en live. D'où l'idée de faire ce docteur Biscotte. Bienvenue. Heu, voilà. Bah, écoutez, on va démarrer dans pas trop longtemps, hein, il y a quand même un gros programme. Je vais essayer de faire ça toute la semaine. Ça va me motiver au moins, ne serait-ce que pour moi à réviser et peut-être que ça peut, aider des personnes qui vont aussi, réviser, l'anatomie ou en tout cas pour la culture générale. C'est toujours intéressant de savoir, certaines choses. On ne sait jamais. Voilà. Eh bien pour commencer en tant que docteur Biscotte, déjà j'espère que vous allez bien. Pour commencer, nous allons commencer par les paramètres vitaux. Les paramètres vitaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des mesures que l'on prend pour... j'aurais dû réviser, hein. C'est le principe, il va y avoir des ratés. Mais quel est le principe d'un paramètre vitaux? C'est une manière de surveiller l'état clinique de quelqu'un. Voilà, d'un patient en l'occurrence, ou même de vous-même, hein, vous pouvez. Ça se regroupe en catégories et chaque catégorie a son unité de mesure, ses normes qui vous permettent de définir si la personne a un état clinique, perturbé ou pas et si ça nécessite certaines actions. En tout cas, c'est une manière de surveiller l'état clinique de quelqu'un. Voilà. Donc, pour commencer, nous avons, la température. Tout le monde le sait, la température, voilà, il faut réguler la température corporelle, donc c'est la différence entre la production de chaleur, la thermogénèse, et la perte de chaleur, la thermolyse. Voilà, et le but, le corps, quand il fonctionne bien, eh ben, il régule tout ça. Je vais me placer mieux que ça, voilà. Il régule tout ça, et du coup, le corps est à une température normale. La température normale d'un individu se situe autour de 37 degrés, avec plus ou moins 0,5. Donc on va le noter. La normale, merde, c'est quoi la police? Century Schoolbook, c'est très bien, Century Schoolbook. Donc on remet. Oup, oup. Voilà, et en taille 72, ça me paraît bien. La normale se situe à 36,5 degrés, entre 36,5 degrés jusqu'à 37. Voilà, degrés. Bien préciser, toujours les unités de mesure, c'est important. Très bien. Ensuite, ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans dans les valeurs qu'on appelle pathologiques, quand elles sortent de la norme. Ouh, je suis flou. Oh, je suis flou. Bonjour, je suis flou. Les valeurs pathologiques, donc les valeurs qui sortent de la norme et qui nécessitent une surveillance, une action ou une explication en tout cas. Nous avons, vous les connaissez, hop, mais les connaissez-vous vraiment? Ah, je suis sûr qu'il y en a un que vous n'avez pas. Donc c'est... Bah, attendez, on va mettre là, s'embêter. La normale, voilà. Ensuite, valeur pathologique. Nous avons, il faut les termes, hein. L'hypothermie, c'est quand la température du corps se situe en dessous des
36 degrés Celsius. Très bien. Ensuite, nous avons ce qui a dit hyperthermie. D'abord, nous avons le fébricule. Le fébricule, c'est entre 37,5 degrés et donc là c'est la température, donc supérieure à et inférieure à 37, 9 degrés, donc juste avant les 40 en fait. Là, on dit qu'il est fébricule. Enfin, nous avons l'hyperthermie, c'est pas enfin parce qu'il y en a un autre. C'est quand la température se situe au-dessus des 38 degrés. Voilà. Là, c'est une hyperthermie. Et enfin, l'hyperpyrexie, là ça craint, ça craint, c'est quand c'est au-dessus de 40. Merde. Attendez, c'est mal noté ça. C'est au-dessus de 38 degrés. Voilà. Et l'hyperpyrexie, c'est au-dessus de 40 degrés 5. Voilà. C'est noté? Donc, j'ai pas mis que c'était la température. Bon, on va le mettre. Fais les choses bien, hein. Hop, hop. Légèrement plus petit, on va mettre à 69. C'est bien 60. Hop. Alors, température. Voilà. Donc, je résume. La température, c'est la capacité de chaque individu à réguler les sources de chaleur, les sources de froid, voilà, et la température de son corps, finalement. Donc, on a la thermogénèse, la thermolyse. Thermogénèse étant la production de chaleur, thermolyse, c'est la euh, perte de chaleur. Je vais y arriver. Donc, la température normale se situe entre 36,5 degrés jusqu'à 37,4. Et les valeurs pathologiques avec les termes associés, l'hypothermie en dessous de 36 degrés. Le fébricule entre 37,5 degrés et 37,9 degrés. L'hyperthermie au-delà de 38 degrés, à partir de 38 degrés. L'hyperpyrexie au-delà de 40 degrés 5. Voilà. Donc ça, c'est les températures. On va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a à dire du coup? Ah oui, donc ben, ce qu'on peut dire quand il y a une variation de température, c'est que ça peut être surtout de la fièvre ou quoi que ce soit, ça peut être une signe d'une infection. Euh, il faut surveiller. Ah oui, quand un patient a eu de la fièvre et n'a pas de fièvre, on dit qu'il est apyrétique. Ça veut dire absence de fièvre. Tac tac. D'ailleurs, il y a un truc que je voudrais vérifier. Parce qu'il n'y a pas, c'est à quel moment on a une fièvre. La fièvre, et ça je regarde tout de suite. La fièvre, la fièvre, ou la pyrexie d'ailleurs. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on dit apyrétique. Pyrexie, fièvre. Alors, ok. Donc on considère que la fièvre, ça commence à partir du fébricule, à partir de 37,5. Non. Supérieur ou égal à 37,5. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment du fébricule, on considère que l'individu est en fièvre. On lui a mis la fièvre pendant des heures. On va changer cet emplacement, parce que là, on va dire que ça, c'est pas mal. Hey, c'est mieux, coucou. Hey, c'est beaucoup mieux. Ok.
Donc, voilà. Donc, à partir du fébricule, l'individu, on parle de fièvre. Ok, très bien. On passe à la suite. Hop, hop, on efface le tableau. Ah, c'est pas ça effacer. Nous allons parler des pulsations. Voilà. Donc le but, c'est les pulsations. Eh bien, le but, c'est de contrôler la, c'est de contrôler la rapidité, c'est-à-dire la fréquence, l'intensité, l'amplitude et la régularité des contractions cardiaques. Ok? Vous êtes là. Des contractions cardiaques. Donc les pulsations, ça correspond au battement du cœur. Voilà. Et nous avons les pulsations radiales, la carotide ou fémorale, vers le fémur. Par là. Donc voilà, donc nous allons tout de suite aller sur les normales. Donc les pulsations, bah, ça se mesure hein, comme ceci, ou avec un oxymètre de pouls, hein, tout simplement, ou un tensiomètre. Tout, il y a les deux appareils qui les mesurent. Et voilà, et ça permet après de mesurer. On va voir tout de suite ce que vont donner les termes qu'il y a associés quand les valeurs sont pathologiques. Donc les normales. Les normales des pulsations s'étendent, je le sais, entre 60 et 80 BPM, battements par minute. C'est ça, hein, chez l'adulte en tout cas. Oui, c'est ça. Ou pulsations par minute. Donc on dit soit BPM, soit PPM. Pulsations par minute. Je préfère dire BPM, ça m'évoque euh, les bons 16. Ok, ensuite. Ensuite, les valeurs pathologiques. On dit qu'une personne est en bradycardie quand elle est en dessous des 60 BPM. On dit qu'une personne est en tachycardie quand elle est au-dessus. Elle est au-dessus de 80 BPM. Voilà. Pour une personne âgée, bon, je viens de voir ce détail, ça réduit à 70 BPM pour la valeur normale la plus haute. Voilà. C'est bon à savoir. Et on a ce qu'on appelle l'arythmie. Donc l'arythmie, c'est l'arythmie cardiaque, c'est un rythme cardiaque irrégulier. Voilà les termes. Voilà. Et en sachant qu'on a vraiment ces trois items, la fréquence, le rythme et l'amplitude. C'est pour ça qu'on parle de pouls filant. Ça, c'est quand on le perçoit pas très, à peine perceptible ou très peu perceptible. Bien frappé, régulier, irrégulier et bah, rapide, lent. Voilà, rapide, lent, normal. Voilà les trois items en groupe quand on mesure une pulsation cardiaque et ben voilà hein, que je pense que c'est tout ce dont on a besoin de savoir, il me semble. Ok, next. Next. Eh, attendez, on enregistre déjà, oui. C'est bon? On efface le tableau. Nous passons à la tension artérielle.
À quoi correspond la tension artérielle? La tension artérielle, qui est vraiment, enfin tout est lié, hein, de toute manière, tous les paramètres vitaux sont liés, mais la tension artérielle, ça correspond au moment où le cœur se contracte, puis se décontracte. Oui, c'est ça. Le cœur fait ça, hein. Moi, j'apprends rien, hein, le cœur, il fait. Et il fait. Voilà. Mais ça, que je me trompe pas, je pense que la pression maximale, quand le cœur il fait, c'est la systole. Et quand le cœur fait ça, c'est la diastole. C'est pour ça qu'il y a deux chiffres sur la tension artérielle. Ça correspond au moment où le cœur se contracte et, et puis il se décontracte. C'est ces deux valeurs. Donc la pression maximale, la systole, est le chiffre le plus élevé. En général, c'est d'ailleurs celui que personnellement je regarde le plus. Mais voilà, donc c'est important de le réviser parce que j'ai pas toujours, c'est pas toujours. Faut savoir que la tension artérielle, en fait, en réalité, c'est extrêmement relatif à l'individu. Il y a des normales, il faut les retenir, mais c'est extrêmement relatif. Il y a des individus qui sont régulièrement dans des chiffres qui seraient de l'hypertension, mais c'est leur tension normale. De la même manière, il y a d'autres individus qui vont rester avec une tension aux alentours de 9 et pour eux, c'est normal et ils se portent très bien. Donc il faut toujours juger l'état clinique d'un patient, avec les autres signes, en fait, en observant un peu, bah, comment, l'individu se comporte, quoi. S'il n'y a pas une anomalie, s'il n'y a pas de sueur ou quoi que ce soit, s'il est en hypotension mais qui paraît en très bonne forme, il n'y a pas de problème. Il faut bien sûr surveiller et bien sûr mettre en, enfin les noter, tout ça, et effectuer une surveillance. De même, la même manière pour l'hypertension, hein. Mais, euh, mais voilà, donc l'état clinique s'évalue toujours à travers d'autres paramètres. Voilà. Mais voilà, donc la pression artérielle dont on parle, donc là on a dit la diastole, la systole, la systolique et la diastolique, ça s'exprime en millimètres de mercure ou centimètres de mercure. En millimètres de mercure, nous allons avoir trois chiffres, en tout cas pour la systole, et en centimètres de mercure, nous allons avoir deux chiffres. Ça, c'est au choix. Moi, je préfère parler en millimètres de mercure. En général, on parle en centimètres de mercure. Euh, Mais moi, j'aime bien être en millimètres de mercure, ça évite de mettre une virgule, tout simplement. Fait chier, quoi. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, alors, les normales, la maximale, concernant la systolique. Si vous avez bien écouté, la systolique, c'est quand ça se contracte. Systolique, entre 120 et 140. Waouh, ça rentre plus. Ça rentre plus dans le cadre, chef. Oh, merde. Ok. La maximale dystolique. Bon, on va faire comme ça. Ça marche pas. La dystolique, donc le deuxième chiffre, 70 à 90 millimètres de mercure. Millimètres de mercure. Voilà. Et quand Mercure est en rétrograde, Madame est pas contente. Cent- Euh, yep. 101 millimètres de mercure. Voilà. Enfin, donc la norme se situe entre 120-70 millimètres de mercure et 140-90 millimètres de mercure. Si on doit l'exprimer en centimètres de mercure, alors on sera à 12,7 centimètres de mercure et 14,9 centimètres de mercure. Voilà, je préfère en millimètres parce qu'il y a plus de chiffres. Enfin, il n'y a pas plus théoriquement. Pas de virgule, c'est plus clair. Hop. Ensuite, on va faire deux pages, hein, on parle d'hypotension. Donc, c'est pas la maximale, c'est la normale en fait. Qu'est-ce qui me fait dire?
On va dire que c'est la normale. Ça, c'est la norme. On va parler, donc les valeurs pathologiques, d'hypotension. J'ai pas un H quelque part? Non. D'hypotension quand on est à 90,60 millimètres de mercure. Là, on est sur de l'hypotension. En dessous de 90, 60 millimètres de mercure. On parle d'hypertension, et ça, c'est vraiment à relativiser quand même, hein, je trouve. Au-delà de 140-90 millimètres de mercure. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose qu'on mesure quand même très fréquemment, hein. Je suis en pyjama. C'est quelque chose qu'on mesure très fréquemment, la tension, pour ne pas dire. euh, c'est important, c'est un indicateur, hein, c'est directement lié au fonctionnement du cœur. Ça peut montrer certains dysfonctionnements. Voilà. Donc, systolique, diastolique, hypotension, hypertension. Tout simplement. C'est bon? Maintenant, eh ben on passe à la suite. Pied et coller. On enlève ça. Viens là, toi. Très bien. Normal 2. On efface le tableau. On passe à la fréquence respiratoire. Alors, la fréquence respiratoire, ça correspond à des cycles. Donc, les cycles de respiration. Une inspi, une expi. Salut, Olight Branch. Je fais pas de Sims aujourd'hui. Je suis en train de faire des révisions sur le corps humain. Donc, si ça t'intéresse, j'explique voilà, comment fonctionne le corps humain. Mais salut, j'espère que tu vas bien. Alors, donc j'étais sur la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, euh, donc c'est pareil. C'est toujours les trois axes, rapidité, régularité et l'amplitude. Faut savoir, bon là j'étais en stage en soins palliatifs et c'est très important la fréquence respi, ça fait partie des signes préagoniques, notamment donc des modifications de la respiration, notamment la respiration de Shenstock qu'on voit très régulièrement dans des patients qui sont pas qui sont en état préagonique, hein. La respiration de ben, je vais expliquer après ce qu'est la respiration de Shenstock. Mais d'abord, nous allons voir les normes. Donc voilà, donc la fréquence respiratoire se calcule sur une minute. Donc on est cycle par minute. Et on mesure donc une inspi, une expi, c'est un cycle. Voilà, donc les valeurs normales. Hop, la normale, ça se situe entre 12 et 20 cycles minutes. Me semble, hein, je vérifie quand même que je dise pas de bêtises. C'est ça, 12 et 20 cycles. Of course, I would like to know. I'm curious to speak Russian. Uh, Spasiba? Spasiba. Euh, euh, alors, donc la normale. Ensuite, les valeurs pathologiques. Donc nous avons ce qu'on appelle la bradypnée. La bradypnée. On pense à Brad Pitt. Bradypnée. Bradypnée, c'est quand c'est en dessous de ces fameux 12 cycles. Ensuite, l'inverse, tachypnée. C'est quand c'est au-dessus des 20. Vous avez compris le principe, hein. Et
En dessus, tachypnée, c'est au-dessus des 30, excusez-moi. Et il y a un autre terme. On va réviser exactement à quoi il correspond parce que... Ok. Tachypnée et apnée, c'est en dessous de 6 cycles minutes. D'accord. Moi, il y a un terme que je connais, c'est polypnée. Polypnée, je pense que c'est... Attendez, à quoi ça correspond, polypnée? On va regarder, hein, tout simplement, plutôt que de dire des bêtises. Polypnée, polypnée. C'est l'augmentation de la fréquence respiratoire accompagnée d'une diminution de l'amplitude des mouvements respiratoires. Polypnée. Donc c'est pas des chiffres, polypnée. C'est plutôt une évaluation de la qualité, on va dire. Attends, hop, polypnée, voilà. Voilà. J'aimerais bien juste, parce qu'il faut réviser aussi les suffixes. Tachy, suffixe, préfixe. On va se le noter. Waouh. Attends, je vais essayer de. Zdravstvuyte. Ah, c'est dur. Zdravstvuyte. Privet. Waouh. Désolé. Désolé si c'est, euh, de l'accent est pourri, hein, mais Zdravstvuyte. Ah, c'est dur. Enfin, excuse-moi. Zdravstvuyte. Taki, c'est la vitesse. Lenteur. Donc, Brady lent, Taki rapide, apnée, c'est un privatif. Privation. Absence de privation. Poly, plusieurs. Voilà. Donc la fréquence respiratoire. La respiration de Shenstock. La respiration de Shenstock, tout simplement, on peut l'observer chez certaines personnes qui sont malheureusement en très mauvaise, en mauvaise santé, on va dire. C'est dur, c'est pas bien de dire ça, faut le dire déjà. Le stress du mot est une longue voyelle. Strasviute. Strasviute. Ouais, tu me mets une note sur 10. Alors, donc, la respiration de Shenstock, je disais que c'est une alternance entre des phases de tachypnée ou de polypnée, avec donc une accélération de la fréquence respiratoire suivie de phases d'apnée, avec quasiment le souffle coupé. Mais c'est une respiration en réalité très régulière, c'est-à-dire que il va y avoir cette augmentation, il va y avoir cette augmentation de la fréquence respi, puis après, une phase d'apnée, la respiration se coupe. Ce qui fait que en réalité, quand on est en respiration de Shenstock, on va le noter, Shenstock, je crois que c'est ça. Attendez, vérifie. C'est ça. Shenstock. La respiration de Shenstock, eh ben, la fréquence.
respiratoire sur une minute n'est pas si alarmante que ça peut être entre 20 et 28, quoi. C'est au-delà de 28 qu'on commence à s'inquiéter justement avant l'attaque hypnée, parce que là, c'est un signe d'inconfort pour la personne, hein, sauf si la personne évidemment vient de faire du sport. Là, il y a une logique, mais à partir de 28, c'est quand même un signe d'inconfort dans la respiration. Ok, mais j'ai pas envie de dire plus alors. Strasviute. Toc, donc du coup, c'est voilà, cette respiration qui fait tac, qui est fluctuante, et en réalité, le cycle respiratoire sur une minute ne correspond pas, voilà, n'est pas hors norme, alors qu'en réalité, il y a une modification de la respiration qui est alarmante. Cagdela. Très bien. Ensuite, on passe au prochain. Pouls, l'oxymétrie de pouls. Donc ça reste là, ça on duplique, on colle, et on vient là, et on vient là, là. Et donc c'est l'oxymétrie de pouls. Alors qu'est-ce que c'est l'oxymétrie de pouls? L'oxymétrie de pouls, c'est la saturation en oxygène. C'est la manière dont on va mesurer. euh, Voilà, ouais, c'est ça qui est compliqué. Donc, on va mesurer au niveau des capillaires sanguins. Donc, c'est soit les doigts, soit au niveau des oreilles ou les doigts de pied, tout ça fonctionne. Et en fait, c'est à travers les infrarouges et la luminosité qu'on va pouvoir mesurer le niveau d'hémoglobine dans l'oxygène. Le niveau d'hémoglobine en oxygène. euh, Attendez. Le mot cuillère. Excusez-moi, je m'interromps 2 secondes pour le mot cuillère en russe. Euh... Yoska. Euh, L'oxymétrie de pouls. Donc, voilà, donc on mesure à travers les infrarouges, en gros, la luminosité, la variation de luminosité, le taux de saturation en oxygène de l'hémoglobine. Voilà. De l'hémoglobine. Et donc on a la saturation pulsée en oxygène, la SpO2, on va noter. SpO2, SpO2, saturation pulsée en oxygène. L'O2, hein, je vous apprends. Et on a la saturation artérielle. La saturation artérielle en O2. Ça, on va passer, hein, l'hémoglobine, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc l'oxymètre de pouls, ça repose sur ça, hein. Il y a deux lumières. Et c'est entre les deux. Et on va pouvoir mesurer donc euh, là, l'oxygène qui circule dans l'hémoglobine. Bon, on s'en fout un peu, ça, hein, la déoxyhémoglobine. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce genre de détails non plus. Donc voilà, oui, par contre, c'est ça. Par contre, j'aimerais bien les normales. Merde, je les ai pas notées. Ha, ha. Euh, euh, les normes de saturation. On va les retrouver. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Mhm, mhm, mhm.
On va se les retrouver. Moi, je vous le dis. On va se les retrouver, c'est pas grave. Est-ce que je veux prendre les normes de l'école? Parce que quand on passe l'examen, en gros, en dessous de 95%, c'est la merde, hein. Enfin, c'est la merde, non. En plus, non. J'ai dit des bêtises. Chimie, non, c'est pas de la chimie, c'est corps humain, c'est pour mesurer l'oxygène. L'oxygène. Donc, alors, ah d'accord, ils y sont pas. En gros, parce que je me souviens, en gros, donc ben forcément la norme c'est 100%, au-delà de 95%, on va dire. Mais je vais quand même prendre des normes plus parlantes, on va dire. Normes. Alors pareil pour les personnes âgées, par exemple, ça arrive fréquemment qu'ils soient euh, donc voilà, la norme est au-dessus de 95%, insuffisante entre 90% et 94% et désaturation en deçà de 90%. Ok, voilà. Ça c'est pour le pouls. Quelque chose que je voudrais rajouter, c'est par exemple les BPCO. Qu'est-ce qu'on appelle les BPCO? Bronchopneumopathie chronique obstructive. BPCO. Donc, bon, parce que ça arrive régulièrement qu'on ait des patients BPCO. Copier et coller. Les BPCO. Bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, qu'est-ce que c'est une maladie respiratoire chronique. Donc, il y a souvent des toux, des crachats, des essoufflements et une obstruction permanente des voies aériennes. Voilà. On reviendra sur ce qui est voie aérienne, tout ça, hein, voilà. Donc, quand il y a les patients BPCO, il arrive fréquemment qu'ils aient des lunettes d'oxygène pour réalimenter un peu tout ça, pour réguler. Mais il ne faut pas que leur taux de saturation soit trop élevé parce qu'ils ne le supportent pas en fait. Ça crée trop de CO2 et les poumons ne peuvent plus traiter. Je crois que c'est les poumons, hein, ne peuvent plus traiter l'amas de CO2 et donc du coup ça va créer une augmentation, je crois, du CO2 dans le sang. Je crois, si j'ai bien compris, en gros, ils vont mal traiter le CO2 et c'est pas bon, quoi. Donc c'est pour ça que la saturation d'un BPCO, elle doit être aux alentours de 90-91. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour des paramètres vitaux? J'ai fait le tour des paramètres vitaux. Incroyable. Incroyable. Donc on résume les paramètres vitaux. La température. Les normales 36,5, 37,4. Hypothermie 36 degrés. Fébricule 37,5.
37,9. Entre 37,5 et 37,9. C'est le début de la fièvre. On parle de fièvre ou la pyrexie à partir de 37,5. Hyperthermie à 38 degrés. Hyperpyrexie à 40 degrés 5. Voilà, ça c'est pour les températures. Ensuite, oula, la tension artérielle. La tension artérielle, donc on rappelle, la systolique, c'est le moment où le cœur se contracte, où la pression est la plus forte. 120 à 140 mm de mercure. La dystolique, 70 à 90. Donc les normes, 12,7, 14,9. L'hypotension, l'hypotension, c'est 9,6, 90, 60. Et l'hypertension, 140, 90. Voilà, 14,9. 9,6. J'essaie d'apprendre en même temps. 12,7, 14,9. Ouais, 12,7, 14,9. L'hypotension, c'est 90, 60, 9,6. Donc 12,7, 14,9, 9,6 et 14,9. Très bien. Ensuite, je pense qu'il va m'en manquer un. Ça, on s'en fout. La fréquence respi. Où on va évaluer la rapidité, la régularité, l'amplitude. Il me manque le pouls. La normale est entre 12 et 20 cycles minutes. La bradypnée est en dessous de 12 cycles par minute. La tachypnée, 30 cycles par minute. L'apnée, 6 cycles par minute. Quasiment un arrêt de la respiration. La polypnée, c'est une modification de la fréquence respi, de sa vitesse. Euh, Voilà, l'augmentation anormale de la fréquence respiratoire. C'est une respiration rapide et superficielle, polypnée. Rapide, superficielle. Très bien. Respiration de Shenstock, donc. L'oxymétrie de pouls. Saturation pulsée en O2. Saturation artérielle en O2. La norme est au-dessus de 95. L'insuffisante est entre 90 et 94. Et on parle de désaturation en dessous de 90. Les BPCO. Et il me manque le pouls. On va le remettre. On va le remettre ce pouls. Ah oui, d'accord, c'est le même, c'est pour ça. Il me manque le pouls. Donc le pouls, de toute manière, on va le refaire de... Ah ben, on va le refaire de tête, c'est un bon exercice. Le pouls, c'est en BPM. Entre 60 et 80 battements par minute. En dessous de 60 BPM. Merde, il y a des termes. Ah, ah, les révisions se passent bien. Eh oui, c'est important ça. Bon, après, c'est facile. C'est la bradycardie. Au-dessus de 80, de 100 BPM. C'est la tachycardie. Très bien. Et l'arythmie est un rythme cardiaque irrégulier. Voilà. Toujours pareil, on apprécie la fréquence, le rythme et l'amplitude. On parle d'un pouls filant, bien frappé, régulier, irrégulier, symétrique. Symétrique ou symétrique, régulier, bien frappé. Qu'est-ce qu'il me manque? Si... Bah, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Fréquence, pouls, la fréquence, c'est le chiffre, régulier, bien frappé, symétrique. Ok, ok. Maintenant, maintenant qu'on a fait ça, donc on s'est fait les paramètres vitaux, qu'est-ce qu'on fait? On va réviser autre chose.
Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais tiens, l'état de choc, c'est intéressant, ça arrive. On va se remettre des termes juste comme ça. Ouais. Hypoperfusion cellulaire. C'est quoi? C'est la diminution de l'apport d'eau de aux cellules. Très bien. Donc, la durée de vie des organes en cas de l'anaérobie, c'est organisme qui ne dépend pas du. Voilà. Et ça, ensuite. La durée de survie d'un quand il n'y a pas. Alors, le préfixe ana, tiens. Le préfixe ana, ça peut être en sens contraire, en arrière ou de bas en haut. De bas en haut, en arrière, de sens contraire. Préfixe an, anaérobie, contraire de aérobie. Aérobie, ce sont les organismes qui dépendent de l'O2. Anaérobie, ce sont les organismes qui ne dépendent pas de l'O2. Très bien. Alors, ouais, biologie plutôt, donc. Très bien. Donc, la durée de vie des organes qui ne dépendent pas de l'O2. Merde. Ça, c'est la durée de vie. Le cœur, le cerveau, le poumon peuvent survivre 4 à 6 minutes. Le rein, le foie, le tube digestif, 45 à 90 minutes. Les muscles, les os, la peau, 4 à 6 heures. Ça vous fait une belle jambe? Moi aussi. Perfusion cellulaire. Ça, je pense que c'est important. C'est pour ça qu'on perfuse. La perfusion cellulaire, c'est le cœur, volume liquidien plus vaisseau sanguin. Je sais pas ce que je dis. Oh putain, c'est important. Vasoconstriction, vasodilatation. Très bien. La perfusion cellulaire, c'est ça. On va faire une recherche sur la perfusion cellulaire.
Très bien, on va juste prendre ça. La perfusion cellulaire, c'est un processus donc essentiel. Fait chier ça. Qui permet aux cellules. Alors, la perfusion cellulaire est un processus essentiel qui permet aux cellules de recevoir les nutriments et l'oxygène nécessaires à travers le sang, favorisant ainsi leur survie et leur bon fonctionnement. Ça dépend, donc la perfusion cellulaire dépend du cœur, du volume liquidien et des vaisseaux sanguins. S'il y a le défaut de l'un des trois, il y a ce qu'on appelle un état de choc. Ok. Vasoconstriction, vasodilatation. Allez, la vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est une diminution de du diamètre des vaisseaux. La vasodilatation, dilatation, comment ça s'écrit? Dilatation. C'est l'inverse, c'est l'élargissement, c'est l'augmentation du diamètre, tout simplement. Voilà. Ok, bon, ça nous fait une belle jambe, moi aussi. Ensuite, ok. Les causes d'un état de choc, c'est bien ça. Quelles sont les causes d'un état de choc? On va dupliquer ça. Cause d'un état de choc. Les causes d'un état de choc sont l'hémorragie, une déshydratation majeure, une infection, une allergie, une défaillance cardiaque. Donc ça peut être très fréquent en fait. En réalité, on peut beaucoup rencontrer ça aux urgences notamment. Donc c'est pour ça que en fait, donc dans les signes cliniques, et ça on va rencontrer ça, les marbrures. Marbrures. Les marbrures, c'est en fait, comment expliquer? C'est quand sur la peau, on va avoir, ça va faire comme du marbre violacé. C'est parce qu'il y a une vasoconstriction, donc les vaisseaux se dilatent, se contractent, pardon. Il y a une diminution, voilà. Et donc, donc ça va donner une teinte violacée parce que le sang est contracté. Ça apparaît comme du marbre, hein, voilà. Et parce que en fait, le corps se met en position de sécurité et le sang est concentré vers les organes vitaux. Voilà, pour sa survie. C'est pour ça c'est ça qui crée les marbrures, c'est ça qui peut, dans les signes justement préagoniques, bah, les marbrures sont fréquentes, quoi. Dans les situations d'urgence, quand il y a des marbrures, ça veut dire que le corps est en état d'alerte un peu, hein. Il est en état d'alerte parce que en gros, le sang est concentré sur les organes
Vito. Vito et Vito et Obispo. Donc les organes, entre guillemets, hein, voilà, mais les organes nobles, le rein, le cœur, le cerveau. Voilà. C'est pour ça qu'aussi, en signe préagonique, enfin, quand il y a des difficultés la difficulté à uriner, la dysurie, bah, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau des reins. C'est pour ça que c'est surveillé, qu'on surveille aussi. euh, comment ça s'appelle? Ah, mais on va regarder ça. Ce qu'on appelle la diurèse, hein. La diurèse, c'est pour mesurer la quantité d'urine sur 24 heures, en gros. Et ça nous permet de mesurer, voilà, comment le patient élimine ou comment il traite, en fait, si ça peut faire montrer un dysfonctionnement du rein, en gros, hein. C'est ça l'idée, c'est pas juste. Ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose. Donc, d'ailleurs, on va faire un truc sur la diurèse. La diurèse, très exactement, c'est le volume d'urine sécrété par les reins pendant une période de temps donnée. La diurèse varie d'un individu à l'autre et chez le même individu essentiellement en fonction des volumes d'eau ingérés. D'ailleurs, je vais boire. C'est important de boire. Buvez de l'eau. C'est mon extincteur. On va le noter et on reviendra sur l'état de choc parce que voilà, c'est comme ça. Non, on le fera après, hein, la diurèse. On finit l'état de choc. On finit qu'on a commencé. Donc le TRC c'est le temps de recoloration cutanée. On mesure ça, ça peut être un signe de déshydratation. Donc vous voyez, quand on fait ça, normalement, la peau change de couleur et elle se recolore immédiatement. Et, et ça nous indique que finalement le système circulatoire fonctionne bien puisque le sang revient très rapidement dedans. Alors que si ça met plus de temps à se recolorer, bah, ça veut dire que le sang met un peu plus de temps à revenir. Donc ça peut être un signe de déshydratation notamment parce que le sang est moins fluide et donc revient moins. Et ça peut être aussi une autre chose. Enfin, en tout cas, c'est l'état de circulation du sang. Un TRC normal 2 à 3 secondes, TRC anormal au-delà de 3 secondes. Donc polypnée, tachypnée, c'est ce qu'on a dit. Tachy, c'est rapide. Euh, tac, tac. Donc, que je comprenne bien. Quand l'état de choc est compensé, donc c'est-à-dire que voilà, quand l'état de choc est compensé, la tension artérielle est stable. Mais on a les extrémités froides ou cyanosées. La cyanose, ça devient violacé, on va dire. Le pouls radial est faible, filant ou absent. Ok. Et quand on dit qu'un patient décompense, donc il y a une chute de la tension artérielle, c'est mort. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Non, c'est le signe d'une mort imminente, malheureusement, de la personne. Alors, le sang est dévié des intestins et des reins. Il y a une diminution du débit urinaire, hein. Il y a une diminution de la perfusion des intestins. Ok. Choc hypovolémique. Diminution du... Bon, on va... Franchement, je vais les mettre. Mais pour dire vrai, j'y comprends pas trop. Enfin, je comprends pas trop. C'est juste que il faudrait approfondir, quoi. Alors, les types de chocs. Nous a les chocs hypovolémiques, la diminution du volume vasculaire, le choc suite à déshydratation, le choc hémorragique. Donc c'est important de boire, buvez bien et de l'eau.
Choc hémorragique, donc c'est quand il y a une hémorragique. Choc septique, ça c'est l'infection. Choc anaphylactique, c'est l'allergie. Et choc cardiogénique. Non, en fait, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs états de choc et avec des causes différentes. Voilà. Donc, effectivement, les états de choc, ça va être plus pour les situations d'urgence. J'ai bien compris. Douleur thoracique, par exemple, en cas de choc cardiogénique, donc c'est au niveau du cœur. Effectivement. Ah oui, les traitements, donc c'est du 15 litres par minute. Des traitements, donc ben, stopper l'hémorragie pour en cas d'hémorragie, stopper l'infection en cas de choc septique, l'adrénaline pour les chocs allergiques. C'est quoi la coronarographie? Mais ça, c'est pas pour traiter, c'est plus pour un... Ok. Marbrure. Polypnée. Donc, à retenir les signes de choc, en gros, hein, c'est les marbrures, la polypnée, le pouls rapide, filant ou absent, et le TRC supérieur à 3 secondes. Et le premier traitement d'un état de choc, c'est l'oxygène. Voilà. Voilà pour l'état de choc. On va partir sur la diurèse. J'ai fait vite, non? Si il y a une si on m'interroge sur ça à l'examen et que j'étais trop vite, je m'en voudrais pendant au moins un quart d'heure. Ah non, non, j'ai fait bêtise là. Non, ça va. La diurèse. La diurèse. Donc, on va se noter ça quand même. Elle est où ma diurèse? Elle est là. Comme ça, on va noter tous les termes qui vont avec la polyurie, dysurie. Donc, non, bon, c'est le volume d'urine sécrété par 24 heures. La norme entre 0,5 et 3 litres par 24 heures. On n'a pas fait le diabète, faut faire le diabète après. C'est important. Aïe, oh, je me suis cogné. Ok. Ensuite. Eh ben, très bien. C'est très bien. On a tous les termes, ils sont là. On va les apprendre par cœur. Non, non, prends ça. Je veux ça. C'est très important ça. Très très important de savoir ça. Pour nous en tout cas, hein. Alors la polyurie, c'est une durée supérieure à 2,5 litres par jour. Très bien, poly, plusieurs, donc en nombre. Oligurie, c'est la durée inférieure à 600 millilitres par jour. Ok? L'anurie, c'est l'absence quasi totale d'urine, inférieure à 100 millilitres. La durée osmotique, attends, non, mais ça, on va pas. Ça, non. Ça, j'y vais pas. Par contre,
Préfixe oligo, petit nombre. Le préfixe oligo, petit nombre. Et il y a aussi polyacurie. Polyacurie, c'est l'envie fréquente d'uriner. Polyacurie et polyacurie, c'est le préfixe polaki. Oh, j'ai trouvé un document magnifique. Eh bien, on va se le faire parce que on va le faire après. Mais j'ai trouvé un document avec tous les préfixes, les suffixes médicaux et ça, c'est bien. Donc, fréquemment, polaki. Très bien. Donc, envie d'uriner fréquemment la polyacurie. Et la dysurie, du coup? La dysurie, c'est quand il y a des brûlures au niveau des urines. Difficulté au niveau de la miction. 10. Difficulté au niveau de la miction. Voilà. On va se faire le diabète. D'ailleurs, je vais manger du sucre. Non, c'est pas ça. Le diabète. Important le diabète, donc au moins d'avoir les normes. En sachant qu'il y a des diabètes de type 1, de type 2. Le diabète de type 1, c'est est-ce que du coup c'est lequel qui est insulinodépendant et c'est lequel qui ne l'est pas? Ok, le type 1, le diabète de type 1. Donc, en gros, je vais le résumer de manière parce que c'est vrai qu'à chaque fois on utilise des termes, mais je vais dire les termes. Alors, le diabète. Allons-y sur le diabète. Le diabète, parce qu'on le rencontre fréquemment, hein. Diabète de type 1, besoin d'insuline. Donc, il y a besoin d'injection d'insuline. Diabète de type 2, pas besoin d'injection. En gros, hein, c'est non insulinodépendant, DNID. Mais par contre, attends. Ah, alors, grave par ses complications. C'est quand même grave, un diabète de type 2, faut pas se déconner non plus. Ok. En fait, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que les diabètes de type 1, le corps ne fabrique plus d'insuline, donc il n'est plus en mesure de traiter le sucre. Donc il faut injecter artificiellement de l'insuline, en gros. Le diabète de type 2, il n'a pas besoin d'injection, mais leur insuline est moins efficace pour traiter le sucre. Bon, alors, c'est du millimol, hein. Mesure du diabète. La mesure, la glycémie, on va dire. Pas mesure du diabète, on ne mesure pas un diabète.
Alors, les normes de la glycémie. Entre 0,7 et 1,10 et l'unité gramme par litre. Il y a également gramme par litre. Mais, attends, mesure du diabète en millimoles. Parce que des fois, il y a des appareils, ça m'est arrivé, ouais, ça m'est arrivé, donc du coup, il faut savoir aussi ces normes-là. En millimoles, c'est entre, à peu près, hein, 4 et 7 millimoles par litre. Voilà. Ensuite, donc, ben, c'est très simple. Hypoglycémie, on les connaît ces termes. L'hypoglycémie, c'est inférieur à 0,7 et hyperglycémie, c'est supérieur à 1,10 tout simplement. Non, c'est l'inverse. Voilà, est supérieur à 1,10. C'est il y a un indice quand même. Mhm. Voilà les normes pour le diabète. Et les normes de glycémie, hein, notamment. Et donc ça se mesure euh, avec un hémoglucotest et non pas un dextro. Dextro est une marque comme Frigo. Un hémoglucotest qu'on va piquer au bout du doigt. Pour faire un bon hémoglucotest, on évite de piquer au niveau de la pince. Parce que tout simplement, ça gêne. Voilà, on ne pique pas non plus au centre du doigt, parce que c'est pareil. Le doigt, si on veut le mettre... Bon, eh ben, voilà. Euh, donc on va piquer sur le côté. On arrive comme ça avec notre pique. On pique, on prend notre bandelette. Notre bandelette, on la met. Et hop, on apparaît. Enfin, la bandelette, c'est clair, hein. On a la bandelette qui est dans l'appareil, tout simplement. On fait un petit pic-pic avec un outil dédié. Tic. Le sang coule, on fait attention à bien le faire. Donc en général, on essaye de faire vasculariser comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, pif, pif, et hop. Et là, ça va nous donner la mesure. Et après, suivant les hémoglucotests, hémoglucotest, on dit? Est-ce que je dis des conneries? C'est possible, hein, ça m'arrive souvent. Hémoglucotest. Non, c'est ça. Et ben, il va nous donner le résultat. Alors, en sachant qu'il faut que c'est apprécié si c'est avant repas, après repas, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, faut pas s'alarmer si on est en hyper après un repas, par exemple. Ou quand on vient de manger, quoi. Voilà, voilà. Donc, ben, on est né où? Voilà. Bon, on a fait le diabète. Sur quoi qu'est-ce qu'on va maintenant? Compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. C'est laborieux. Bon. Fébricule, hyperthermie, hypothermie, hyperpyrexie, apyrexie, ouais, ça c'est bon. Ça je l'ai. L'épiderme, le derme, l'hypoderme. Épiderme, derme, hypoderme. Ça c'est au niveau de la peau. Épiderme, derme, hypoderme. C'est très facile. C'est très très facile. Ah ben voilà, on a dit qu'on se ferait. Après, on va se faire les, euh, les préfixes, les suffixes. Donc, épiderme, derme, hypoderme. En gros, au-dessus, il y a la peau, il y a trois couches, tout simplement. L'épiderme, c'est celle qui est au plus haut. Le derme, c'est en dessous. Et l'hypoderme, hypo, en dessous. Très simple. Faut pas se faire chier. Hmm, le derme est très vascularisé, rien. Bon, ça c'est un peu chiant.
Téguments, c'est les revêtements externes et internes. Ça fait partie des 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Protéger ses téguments. Donc les téguments, c'est les revêtements, voilà, de tout ce qu'on a. Est-ce qu'on est capable de protéger notre peau, en gros, hein. Ah, les muqueuses. Les muqueuses, c'est le revêtement tissulaire qui recouvre l'intérieur de nombreux organes comme bouche, œsophage, intestin, bronche, vagin, pardon. C'est fou de se tromper là-dessus, c'est fou. Utérus. Donc, ben voilà, une muqueuse, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? C'est une muqueuse. Dans la peau, on a les poils, les glandes sébacées, les ongles, les glandes sudoripares. Sudoripares, tiens, j'ai envie de me renseigner sur ça. J'ai pas pété, c'est mon siège. Alors, les glandes sudoripares. Ah, bah, c'est pour la sueur. Les glandes sudoripares ou les glandes sudorales, c'est ceux qui sécrètent la sueur. C'est pour ça que c'est lié à la peau, la glande sudoripare. Je vais le noter, parce que, bon, flemme. La glande sudoripare. Elles sont nombreuses, du coup, il doit y en avoir partout, hein. Ah bah il y en a partout, hein, du sudoripare, de toute manière. Je le sens là, à chaque fois, ils sont partout, les sudoripares. Très bien, donc, les poils. Les poils sécrètent du sébum, c'est les glandes sébacées. Du coup, sébum. Glande sébacée. Sébum. Très bien. Le rôle de thermorégulation. C'est voilà, c'est fait aussi pour régler la chaleur, les poils, tout ça. C'est pour ça que. Bref. euh... Glande sudoripare. Ah ben c'est ça. J'avais la réponse. Les quatre fonctions de la peau. Ça intéresse quelqu'un? La protection, la fonction sensorielle, la thermorégulation et la synthèse de la vitamine D. C'est une barrière qui protège l'organisme des agressions extérieures. C'est assez logique que si on n'avait pas de peau, ce serait directement sur les muscles. Et on a des récepteurs. Ça, c'est intéressant. À la limite, la peau est un récepteur. C'est-à-dire quand on appuie quelque part, ensuite il y a les terminaisons nerveuses qui envoient, qui conduisent vers le nerf sensitif, vers la moelle épinière. Ça passe par le tronc cérébral et ça va au cerveau quand vous n'êtes pas trop comme moi et qu'il vous en reste encore un peu. Euh, dans l'air du toucher. Voilà, bon. Écoutez, je pense qu'on s'en fout un petit peu maintenant. Oui, la cyanose, comme on disait, c'est quand la peau devient bleutée. Ici. Ah, les flictènes, c'est intéressant ça, parce qu'on en rencontre des flictènes. Les flictènes, c'est un peu l'étape après les escarres, quoi. C'est ça ou pas? Non, ça peut être une ampoule, tout simplement. Faire attention parce qu'il y a un risque infectieux, du coup, avec les flictènes. Ok. Érythème, flictène, pétéchie. Pétéchie, j'aime bien ce terme. Pétéchie, dû à une infiltration de sang sous la peau. Ah, j'ai eu un pétéchie il y a pas longtemps, enfin en septembre. C'était rien. Hématome. Bon, œdème, escar, évidemment, c'est dégueulasse. J'ai des images, hein, c'est pour ça, hein. Nécrose ischémique de tissu cutané ou sous-cutané ont pour cause une compression entre le plan. Ah, définition. Si, on risque d'avoir des questions là-dessus, hein. Hématome, c'est la collection de sang à l'intérieur d'un tissu, couleur allant du bleu, violacé ou jaune. Hématome, donc il y a beaucoup de sang, donc c'est beurre violacé du coup. Pétéchi, pétéchi, on va se renseigner sur Joe Pétéchi. Le pétéchi, c'est des petites taches rouges sur la peau survenant suite à une maladie, à la prise d'un traitement ou spontanément suite à un effort. Par exemple, un accouchement qui arrive tous les jours, hein, ou des vomissements répétés.
Et ça peut, voilà, les pétéchis correspondent, donc c'est des petites taches rouges, les pétéchis. Chaud pétéchis. Pétéchis. C'est quoi? C'est du. Bah, j'ai pas un pétéchi alors que j'ai eu. Si, j'ai eu. Ah si, c'est une infiltration de sang sous la peau. Ah bah oui, bah, en fait j'ai eu un pétéchi, voilà, pour moi. Parce que j'ai dû faire en entrant en formation, des prises de sang. Ça intéresse quelqu'un? Personne? Mais c'est moi qui parle. Alors, j'ai dû faire une prise de sang et je pense que l'infirmière qui m'a fait la prise de sang a dû faire passer du sang, je pense, elle a dû s'y prendre à 2 fois ou je sais pas quoi. Et sur la deuxième fois, et du coup le sang est passé sous la peau et j'avais un pétéchi à ce niveau-là. Et c'était, bah je l'ai plus, hein, du coup, hein, heureusement le sang, la vie trouve toujours un chemin, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, et donc du coup ça faisait une petite tache rouge. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, mais ça permet de retenir ce qu'est qu'un pétéchi. Voilà. Très bien. Donc, très bien, l'hématome, les signes d'alerte, l'œdème, l'herpès. Aïe 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 aïe, j'ai une photo de Zizi avec un herpès. C'est dégoûtant. Euh, euh. Bon, allez, passons à autre chose. Hop, on va. Ils sont où du coup? J'avais trouvé ces fameux. J'étais content. Je suis moins content, je les trouve plus. J'avais trouvé le document là. Est-ce que je l'ai pris? Non. Il est où? Oh, mais c'est terrible ça. Ah, les préfixes, les suffixes. Viens par là, toi. Je peux pas te télécharger? Viens, dis-moi. Voilà, voilà. Les préfixes, c'est bien ça. Hé, hé, hé. Ok. Alors, comment on va l'ouvrir? Dans, c'est dans Images, préfixe, suffixe. Je l'ai pas pris dans Images? Émile? Pardon. Ça va commencer. Ah, c'est à L. Voilà. Il est là. Il est là, je le vois. Ok. Ensuite, hop, on va là. Hop, on va là, on va là. Je veux capture de fenêtre. Ok. Et voilà, ils sont là mes préfixes. Ils sont pas beaux. On voit rien, hein. Ouais, je suis d'accord. Il faut. On va zoomer. Laisse-moi zoom, zoom, zem. Voilà. Les préfixes, suffixes employés dans le vocabulaire médical. Voilà. On a tout, on a tout. On va se les lire, tout simplement. Parce que, voilà. A ou Anne. Hum. Est-ce que Anne a été privée de bras? Voilà. Allez, alors, Anne ou A. Absence, privation, manque de. Par exemple, apnée, aphasie, anorexie. Mais c'est quoi l'orexie alors? Hum, C'est fou ça. Ah, l'orexie, mais tout simplement c'est l'appétit. C'est logique. Donc anorexie, absence d'appétit. Vous avez retenu ça? Ok. Ensuite, wow, wow, wow. Acro, c'est l'extrémité. Acromégalie, acropathie.
C'est quoi l'acromégalie? Oh ouais, vraiment, si à chaque fois je dois chercher. Alors l'acromégalie, c'est l'extrémité de quoi? Mais c'est quoi l'acromégalie? C'est une maladie liée à une hypersécrétion d'hormones. Ça n'a rien à voir. Bon. Allo, autre contraire. Allopathie. Allô, maman. Nananananana. Néné, rappeur. Très bien. Bon, allô, on va pas. Voilà. Allô, anté, avant. Antéprandial, antéflexion. Avant la flexion, avant le prandial. En opposition au postprandial. C'est-à-dire après manger. Ensuite, anti, contre, action contraire. Antibiotique, anticorps. Ce qui est con. Anticorps, les anticorps, ils sont pas contre le corps. Si, ils sont contre les corps étrangers. Mais ils sont pour le corps, qui le protège. Vous me suivez? Oui, deux fois, deux. Bifocale, bigamie. Très bien, ça, je pense qu'on l'avait. Brachy, pour, bref. Brachypnée, brachiosophage. Donc c'est un oesophage court. Le brachionsaure, il a un long cou, c'est bizarre. Très bien. Brady, lent, bradycardie, bradykinésie, donc c'est des mouvements qui sont lents. Kata, en bas, chute, dégradation. Bref. Une strophe, une catastrophe. Catabolisme, phase en cours de laquelle les aliments assimilés sont transformés en énergie. Catatonie. En bas, chute, dégradation. Ah oui, ça peut être une chute comme ça. Très bien. Dia, à travers. Diapédèse, c'est quoi ça, diapédèse? Migration des leucocytes à travers la paroi des capillaires lors d'un processus inflammatoire. Difficulté A, dysphagie, dyspnée. Dysphagie, ça va être plus... très exactement, c'est les difficultés à déglutir. Diplodocus, je le pète pas à chaque fois, hein, c'est bon. Je sais pas si vous entendez. Diploplie. Diplopie, c'est la perception de deux images d'un seul objet. Ça arrive quand tu es bourré. Ensuite, ecto en dehors, ectoderme, ectoplasme, en dedans, endo à l'intérieur, endocarde, endoscope, épi au-dessus, épigastre, épicrânien, épidural. Bien harmonieux, sans problème. Euphorie, tossie. Pourtant, l'euphorie, on considère que c'est pas toujours bien. Ensuite, exo, hors de, exophthalmie, exérèse, extra, en dehors de, extracorporel, extra-utérin, émi, demi, la moitié, hétéro, autre, hétérogène, hétérogreffe, homéo ou homo, semblable, constant, hyper, au-dessus, en excès, hypo, au-dessous, insuffisance, inter, entre, intra, à l'intérieur. Iso, égalité, symétrie, similitude. Macro, grand. Méga, mégalo, mais c'est genre très grand à mon avis. Bon, pas forcément d'ailleurs. Micro, petit, ça je connais. Non, je plaisante. Mono, une seule, une fois. Multi, pluri, plusieurs. Néo, nouveau. Oligo, peu, en petite quantité. Para, au travers, près de. Péri, autour. Polaki, fréquemment. Poly, plusieurs. Post, après. Rétro, en arrière, derrière. Tachy, accélération, rapidité. Trans, à travers.
Très bien, très très bien. Bon, 1h30. Je pense que c'est mon max d'attention que je peux avoir là. Après, derrière, il n'y a rien qui va rentrer. Je pense qu'il vaut mieux faire ça régulièrement sur la semaine et pas. Voilà, voilà. Ben, je vais remettre le générique et je vais continuer un petit peu live jusqu'à. Je vais me faire un peu de Hearthstone jusqu'à à peu près 15h30, je pense, 16h. Après, je vais sortir un peu. Je pense que c'est bien de s'aérer. Voilà, et faire d'autres choses. Mais voilà, c'était cool. En tout cas, de faire cette révision comme ça, je pense que je vais continuer. Au moins, ça permet de revoir des choses et la vidéo existe, donc je vais pouvoir euh, voilà, donc si ça peut aider, pourquoi pas. Voilà, c'était le docteur Biscrotte. Et puis on va continuer hein, jusqu'à ce fameux examen. On n'en saura jamais assez, on n'aura jamais assez révisé, donc on va se remettre dessus incessamment sous peu. Ciao, ciao, à la prochaine avec docteur Biscotte. Docteur Biscotte, Docteur Biscotte, combien y a-t-il de ventricules autant que de testicules? C'est quoi l'hématose? Tu sauras si t'oses passer du temps avec Docteur Biscotte. Si tu grignotes, garde les piglottes pour bien démarrer ta digestion qui finira vers ton filion. Wow, 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 Docteur Biscotte, bienvenue chez Docteur